Le problème de la GameFi. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus deep que d'habitude. On va parler des tokenomics qui sont en général utilisés pour faire de la GameFi. C'est-à-dire qu'on va parler de STEPN, on va parler de Axie Infinity et on va voir pourquoi sur le long terme, en tout cas sur le long terme, ça ne va pas être viable et pourquoi on rencontre des problèmes. Si tu veux avoir une petite idée de comment fonctionnent ces protocoles dans le détail, pour STEPN, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique exactement tout ça. Mais bon, on va faire un petit retour en arrière, on va dézoomer et on va essayer de comprendre ça de la façon la plus simple possible. Ces jeux-là, on va prendre l'exemple de STEPN parce qu'il est beaucoup plus parlant, vont fonctionner d'une certaine façon. C'est-à-dire que STEPN, en fait, va fonctionner avec un NFT. Tu possèdes ton NFT et ce NFT-là, c'est-à-dire la sneakers, la fameuse, va te permettre de générer des jetons, du coup des tokens. Ces tokens-là, on va prendre l'exemple des tokens ronds et on va faire des tokens carrés pour les autres. Ces tokens-là, tu vas avoir un choix quand tu vas en générer. Soit tu vas les réinvestir dans le NFT pour générer plus de tokens, soit tu vas décider de les dumper et de les vendre au marché secondaire, du coup vente, on va les vendre, et à partir de là, on va récupérer des dollars ou des euros, ok? Jusque là, rien de bien surprenant, soit des dollars, soit des euros. Voilà, peu importe, hein, tu as le choix, de toute façon tu peux les vendre, ou alors tu peux même récupérer d'autres crypto-monnaies, c'est pas le souci. L'objectif en fait pour les gens qui vont gérer ce genre de business, hein, c'est que tu restes... Tiens, je voulais faire un trait un petit peu différent. Tac, l'objectif en fait quand tu vas faire ça, c'est... Enfin l'objectif des gens qui gèrent ce genre de business là, c'est de faire en sorte que toi tu restes dans cette boucle là. Eux, ils veulent absolument pas que tu vendes ton token. Parce que si tu vends ton token, tu sors de la boucle et c'est problématique. On va le voir par la suite pourquoi. Le truc, c'est que, dans un sens, pour continuer ce cycle-là, tu es obligé de dire au bonhomme que s'il dépense ces jetons-là avec toi, c'est beaucoup plus intéressant de les dépenser avec toi parce que tu vas générer plus de ces jetons que tu vas pouvoir revendre pour générer plus des jetons que tu vas pouvoir revendre pour générer plus de jetons qui, à terme, sera plus intéressant de sortir. Le truc, c'est que tu n'as pas envie de sortir de cette boucle. Tu as toujours envie de générer plus de jetons pour le jour là où tu vas sortir, tu vas générer plus de jetons et du coup plus d'argent physique. Il y a beaucoup de monde qui se retrouve en fait bloqué dans cette boucle là. Le souci, c'est qu'à un moment, tout le monde va vouloir sortir. Et le moment là où tout le monde essaye de sortir, il y a je ne sais pas combien de NFT qui sont en circulation, qui produisent je ne sais pas combien de jetons. Les gens décident de vendre ces jetons, ça fait une pression à la vente qui est très énorme d'un coup. Comme on a pu le voir il n'y a pas longtemps, avec évidemment un petit cumul, hein. Il y a d'autres choses, par exemple on peut regarder, c'est pas très loin, c'est tout simplement le GST, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, qui s'est tapé un divisé par 2. Très violemment, voilà. À voir évidemment ce que ça va donner, hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense clairement qu'il va y avoir des soucis avec le GST à terme et que ça sera non viable. De la même façon que par exemple, on a vu le SLP, le jeton comment dire, le jeton de chez Axie Infinity qui lui a pris très cher et ne s'en est absolument jamais remis. Il est même quasiment au niveau auquel, enfin un petit peu plus, mais il est quasiment au niveau en fait auquel il était au tout début de sa naissance. On verra bien comment ça va jouer pour le GST. Pour le moment, je ne sais pas évidemment, mais on verra bien. Également, autre note très intéressante d'une Analytics pour STEPN. Tu vas voir qu'on va avoir 2-3 informations. Là-dessus, grâce à ces tableaux-là, on peut avoir pas mal d'informations du coup sur la quantité sur l'argent en fait qui est dépensé pour acheter des chaussures, qui est sorti, etc. Il y a pas mal d'informations. Par exemple, ici, on peut voir que le jour-là, il y a eu, c'est le jour de leur annonce, il y a eu pas mal d'argent qui est sorti du système. C'est pas l'analyse là qui m'intéresse, c'est surtout celle-là, si je dis pas de bêtises. Accumulated STEPN. Tac. Voilà, j'ai trouvé le graphe qui m'intéressait. C'était le graphe qui montrait qu'en fait, tout dépend de la quantité de chaussures totales en circulation. Par exemple, à l'heure actuelle, on va avoir 200 000 chaussures qui sont en circulation.
Tu peux le voir, je te mettrai évidemment le lien dans la description, histoire que tu vois à peu près à quoi ça ressemble. L'idée, c'est qu'à partir du moment là où il y a moins d'utilisateurs pour toujours le même nombre de chaussures, qui a grandi exponentiellement, je te rappelle que la majorité des collections NFT sont des collections à 10 000 pièces. D'accord, c'est pas de la game fee, mais ça reste un élément intéressant à prendre en compte. Au bout d'un moment, il n'y a plus assez d'utilisateurs, il n'y a plus assez d'argent qui rentre, et du coup, tout s'effondre. Notamment parce que le prix de la chaussure est lié carrément au prix du GST. Eh oui, parce que une chaussure, en fait, ça s'achète en GST, mine de rien. Ça se farm en GST et ça s'améliore avec du GST. Du coup, si tu peux créer la même chaussure avec du GST et que ça revient à beaucoup moins cher, enfin, le marché va s'équilibrer si tu veux. Si tu peux créer la même chaussure avec une certaine quantité de GST, le marché va s'adapter et va pricer la chaussure à cette quantité de GST là. Voilà un petit peu, on est sur un système là où on va véritablement avoir le serpent qui se mord la queue à partir du moment là où les gens essayent en masse de sortir de ce système là. Voilà, je pense que tu l'as compris, c'est le genre de système qui n'est absolument pas viable parce qu'on va se retrouver avec des quantités énormes de NFT. Du coup, on a une inflation qui est très très importante. Inflation qui n'est jamais très bonne, surtout quand le marché se réveille et se rend compte que, ouais, en fait, on a généré beaucoup trop de chaussures par rapport à la demande. Ça, c'est embêtant. On a toujours une inflation très importante sur ces modèles-là. Le problème, c'est que comme on est sur un problème du serpent qui se mord la queue, évidemment, il faut que les joueurs aient un intérêt à jouer à ton jeu et surtout qu'ils aient un intérêt à rester dans la boucle. Sinon, les joueurs vont vendre, ton jeton perd de la valeur. Si le jeton perd de la valeur, le jeu a moins d'intérêt. Du coup, on se retrouve absolument pas dans cette boucle et tout le monde décide en fait de prendre le chemin là. En fait, directement le chemin là où ils vont sortir. Hein. Clairement, tac. Je suis pas encore habitué à ce soft. Hein. Il faut encore un poil d'entraînement, je t'avoue. J'arrive pas encore à faire ce que je veux à 100%. Du coup, on va tirer notre petite flèche là comme ça. Les gens vont directement du côté vendre. Malheureusement, ça fait en sorte que le prix du token là va diminuer. Et tragiquement, la majorité des game fees se terminent comme ça. Là où ils ne sont plus assez rentables. Du coup, la majorité des gens ne jouent plus. Et tout s'arrête là. Du coup, c'est pour ça que le jeton, et les gars sont malins, ce jeton là, du coup, le jeton qui est utilisé pour faire du farming, le jeton cercle, c'est véritablement le jeton de... Enfin, oui, c'est un jeton de farming / game fee. Et c'est pour ça que dans tous les papiers que tu pourras lire, c'est considéré comme pas un investissement. De la même façon que, par exemple, les jetons, enfin pas les jetons, mais ce que tu vas pouvoir acheter sur League of Legends, par exemple, je sais plus si c'est les cristals orange ou les cristals bleus, je crois que c'est les cristaux orange, ça va pas être considéré comme un investissement. Bah non, c'est de l'argent dans le jeu. De l'argent dans le jeu qui se trouve, et il se trouve que cet argent dans le jeu a une véritable valeur dans le monde réel, parce qu'il permet de faire des choses. Mais l'objectif de ce jeton-là, c'est pas un investissement, évidemment. Sinon, on aurait des soucis. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a d'autres choses qui existent et il y a quelque chose qui s'appelle un véritable jeton d'investissement dans ces projets-là. Ce jeton-là peut se présenter sous différentes formes. Évidemment, tous les projets ne vont pas du tout avoir la même forme, mais ce jeton-là va véritablement être considéré comme un investissement. Et celui-là, par exemple, pour le cas de STEPN, ça va être le GMT. C'est le jeton qui sert de gouvernance, c'est le jeton qui sert évidemment pour faire fonctionner les choses et qui, à terme, comme tu as pu le voir, en fait, STEPN s'est bien amusé à faire en sorte de les mélanger, de créer le système le plus complexe possible, avec maintenant un système dans lequel le GMT est évidemment utilisé pour minter les nouvelles chaussures, ce qui va réduire sa supply et ce qui va avoir pour, à terme, effet d'augmenter son prix. Bref, ça c'est véritablement le jeton d'investissement, c'est le jeton qui est assez intéressant si tu veux te positionner sur ce projet-là. Ok, le souci, on en revient toujours au même, c'est que la majorité des gens vont considérer ce jeton-là, celui qui n'est pas considéré comme un investissement, ils vont le considérer celui-là comme un investissement. Et du coup, on se retrouve avec tout le monde qui essaye de faire de la spéculation sur ce jeton-là, alors que c'est un jeton qui n'a pas de limite, c'est-à-dire c'est un jeton qui est totalement inflationniste à fond, parce qu'il va pas avoir de limite, parce qu'il est produit en fait par les NFT, en fonction des protocoles, va peut-être y avoir des limites, je sais pas, ça dépend des protocoles, je les connais pas tous,
hein, heureusement. Si je connaissais tout, les gars, ce serait même pas marrant. Et la problématique, c'est donc véritablement que les gens confondent et vont se servir de ça comme d'un investissement, alors que ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Le souci, maintenant, c'est que comment est-ce que tu peux développer un jeu sans rentrer dans cette boucle-là? C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves un système avec lequel les gens ont intérêt. D'ailleurs, tu peux même pas éditer ton texte. Oh, c'est un poil décevant ça. Si, un jeu sans rentrer dans ce système-là. C'est-à-dire que l'objectif, c'est véritablement de créer ton jeu, mais d'avoir un système dans lequel tu n'as pas de problématique par la suite. C'est-à-dire que tu arrives à choper des nouveaux utilisateurs, ce qui est assez intéressant et ce qui est évidemment la base, mais que tu ne les rémunères pas trop pour ne pas trop générer d'inflation. C'est-à-dire que tu veux te retrouver dans un système assez complexe et qui aura toujours une faille si on reste sur ces systèmes-là, c'est qu'au bout d'un moment, il y aura beaucoup trop de NFT, beaucoup trop de jetons pour les utilisateurs actuels, soit parce que la quantité d'utilisateurs diminue, soit parce qu'il n'y a plus de nouveaux utilisateurs à aller choper et du coup il n'y a plus d'argent qui va rentrer dans le système. On va donc rentrer dans une boucle, une flywheel inverse. Du coup, la problématique est très très complexe et il y aurait différentes façons de la régler. Pour moi, une solution qui pourrait être plus ou moins temporaire, ce serait évidemment, parce que là évidemment on a un système ultra inflationniste, l'idée ce serait de payer en fait une partie avec le revenu du protocole. C'est-à-dire qu'à la place, un pourcentage qui serait directement dérivé en fait du revenu du protocole. C'est-à-dire que le protocole va générer de l'argent, évidemment. Hein. Je veux dire, STEPN fait de l'argent. Alors, il le fait d'une façon un petit peu plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Il va le faire de plusieurs façons. Par exemple, pour STEPN, les façons avec lesquelles il va faire de l'argent, la première, ça va être les jetons alloués à l'équipe. Parce que l'équipe, la team qui a fondé le projet, a évidemment droit à des jetons. Ces jetons-là, elle a le droit de les revendre, elle peut en faire ce qu'elle veut. Évidemment, c'est mal vu si elle va les revendre parce que ça veut dire qu'elle ne croit pas à son projet. Mais au bout d'un moment, quand tu as beaucoup d'argent en ta possession, ça fait sens de les revendre. La deuxième source de revenus, ça va être les partenariats ou autres. Si STEPN arrive à s'arranger avec des gars pour être payés pour promouvoir leurs choses ou inversement, ça peut être intéressant pour l'entreprise. La troisième source de revenus de STEPN, ça va être le système, alors pas le système de burn, mais ça va être les frais générés par les échanges, générés par la marketplace tout simplement. Quand tu vas acheter ou vendre des jetons sur, pardon pas des jetons mais des NFT sur leur marketplace, ils vont générer un pourcentage de frais. Ce pourcentage-là, il est reversé directement à la team, ça permet simplement de générer du revenu et de continuer en fait, de pouvoir grossir hein, simplement parce que pour développer un jeu de cette envergure-là, il faut de l'argent, il faut générer des partenariats et c'est totalement normal qu'ils puissent se payer à un moment ou un autre. L'idée, et ça c'est évidemment quelque chose qu'il faudrait vérifier à terme, hein, c'est de se baser sur ces revenus-là, qui malheureusement sont beaucoup plus faibles, hein. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple de créer un jeton, de lui faire prendre beaucoup de valeur et de créer un système inflationniste plutôt que de prêter, enfin que de donner, hein, de distribuer une partie du revenu du protocole à ses utilisateurs. Déjà parce que c'est moins rentable pour les utilisateurs, mais ça l'est également moins rentable pour les fondateurs, hein, tout simplement parce qu'ils vont générer moins d'argent, sachant qu'une partie de leur argent va être redistribuée du coup aux utilisateurs. On est du coup évidemment dans une boucle également. Mais c'est une boucle qui est beaucoup plus bénéficiaire, je vais dire, pour l'ensemble des acteurs, pour l'ensemble des parties, simplement parce qu'on va se retrouver dans un cas là où plus la boîte va faire de revenus, plus les gens en fait vont être rémunérés, plus les utilisateurs vont être rémunérés. À voir que ça ne soit pas trop dilué par la quantité de nouveaux utilisateurs qui arrivent, évidemment, à prendre en compte. Ce serait une solution. Il faudra encore regarder comment ça peut être mis en place, simplement parce qu'on a des problématiques également d'un point de vue légal. Et oui, parce que t'as pas envie de te retrouver dans le cadre, là où t'es dans la SEC, avec un jeton qui est considéré comme une securities. Sinon, tu dois faire face à plein de contraintes. Je suis pas là pour faire un cours légal, hein. Évidemment, j'ai pas toutes les informations non plus. Mais l'idée, c'est de ne pas te retrouver avec un jeton qui est considéré comme une securities au niveau de la SEC. Du coup, ceux qui s'occupent des taxes et de la finance aux States. Et oui, ça serait embêtant également. Du coup, c'est très très compliqué et à l'heure actuelle, on n'a pas véritablement de solution à ce niveau-là pour gérer la croissance de ces projets et surtout les systèmes de ce type.
Voilà, donc ce sont des propositions, ce sont des idées. Je vais évidemment moi-même me casser la tête là-dessus, hein, parce que je suis en train de développer un projet et on veut faire de la GameFi, du coup on va devoir faire face en fait à ces problématiques-là. Je vous en parlerai évidemment dans les prochaines vidéos, hein. J'ai prévu de faire une vidéo pour montrer un petit peu comment j'ai monté mon projet NFT et comment on va se diriger vers de la GameFi au fur et à mesure. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, hein. Écoute, le sujet est assez intéressant. À l'heure actuelle, on n'a pas encore de solution, ou alors en tout cas pas de solution que je connaisse, qui ne fait pas soit de l'inflation énorme, soit des problématiques avec la SEC et compagnie pour gérer de la GameFi. À voir du coup comment tout ça va se développer à terme, parce que je suis très curieux et que tant qu'on n'aura pas trouvé ce système-là, malheureusement on n'aura pas de projets qui seront stables dans le temps et qui auront une véritable durée dans le temps. Par exemple, STEPN, clairement, il y a de très bonnes chances que dans un an, il paye beaucoup moins, il y ait beaucoup plus de NFT. Je te rappelle quand même que la quantité de baskets en circulation, elle est passée en l'espace de... là, on est sur une échelle du coup de combien de temps? On a commencé... Alors, les new shoes, on va dire du coup shoes cumulated, le 0304, du coup, c'était en mars. En l'espace de 2 mois, on est passé de 847 chaussures à 200 000 chaussures. Autant te dire que la croissance est exponentielle et que ce type de croissance-là ne peut pas être soutenu. Ça me fait énormément penser, j'ai lu le bouquin de Peter Thiel il n'y a pas longtemps, c'est de 0 à 1, évidemment, hein, son bouquin à lui, qui est assez connu. Peter Thiel, c'est le gars qui a investi assez tôt dans Facebook et qui était un cofondateur de PayPal, si je dis pas de conneries. Et l'exemple en fait avec PayPal, c'est qu'ils ont décidé de payer les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs. Du coup, ça leur a permis d'avoir une croissance exponentielle. Évidemment, si tu payes les gens pour s'inscrire à ton service, les gens vont s'inscrire à ton service. Ça fait sens. Les gens sont pas cons non plus, hein. Si tu leur donnes 10 balles pour s'inscrire à un truc, ils vont créer des comptes, ils vont venir. Le souci, c'est que tu as un bouche à oreille. Le bouche à oreille est évidemment exponentiel en fonction du temps. Au bout d'un moment, ça te coûte énormément de thunes à gérer ça et c'est absolument plus possible. C'est également le même problème qu'on a vu avec Crypto.com très récemment, là où Crypto.com a décidé que malheureusement, non, c'était plus tenable. Ils pouvaient plus donner 2% de cashback sur chacun de leurs cartes, 2% de cashback. C'est absolument pas rentable pour eux. Et oui, au bout d'un moment, il faut quand même que la boîte dégage des profits. Et en général, ce sont des stratégies de croissance qui sont utilisées au début du projet. Malheureusement, à l'heure actuelle, par exemple pour Crypto.com, je t'avoue que je vois pas trop ce que la boîte va pouvoir faire et surtout comment elle va pouvoir s'en tirer. Parce que l'attrait principal de Crypto.com, c'était tout simplement ces 2% de cashback qui étaient offerts pour une carte qui coûtait environ 350 $. Autant te dire qu'elle est très vite remboursée, plus le système là où ils te payent Spotify. À terme, j'imagine également que ça va disparaître, hein. Évidemment, faut pas déconner, les gars, ils savent très bien qu'ils peuvent pas gérer ce système en boucle. Voilà, très bonne question. Très bonne, très intéressante question en tout cas d'entrepreneuriat, de start-up. On est sur des problématiques plus ou moins complexes. J'espère que j'ai réussi à résumer ça de façon assez claire. Sur ce, je te remercie de ton attention, n'hésite surtout pas à donner ton input dans les commentaires et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.